Éric Heyer, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos locaux. Première question, après une croissance rattrapage de plus 7% du PIB en 2021, la France devrait connaître une croissance moindre en 2022. Bon, la Banque de France tape sur plus 2,6%, l'INSEE plus 2,5%. Quelle est votre appréciation de cette estimation ? Et à l'aune surtout des résultats réalisés par nos principaux partenaires commerciaux. Bon alors, 2022, c'est quand même un peu en trompe-l'œil, c'est-à-dire que globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut se replacer un an auparavant, enfin fin 2021. On anticipait pour 2022 plus de 4% de croissance. C'était ce qui était prévu par le gouvernement et à peu près tout le monde traitait cette prévision de pessimiste, en tout cas de prudente. Donc on était plus sur 4,2, 4,3. Donc vraiment, le 2,5, 2,6, on doit le lire par rapport, on devait normalement faire plus de 4% de croissance. Et donc qu'est-ce qui s'est passé en fait 2022 ? Si on ne le regarde pas en moyenne annuelle comme vous venez de le faire, mais en glissement, c'est-à-dire fin d'année, il n'y a quasiment pas de croissance, 0,4, 0,5. Ça va dépendre du quatrième trimestre que l'on ne connaît pas. Donc ça veut dire l'arrêt de la croissance. 2022, c'est ça en fait, c'est zéro croissance, plus que 2,5, 2,6. Alors comment on peut l'expliquer ? Il y avait effectivement le rattrapage. Et puis, fin 2021, début 2022, il faut se souvenir, c'est le retour d'Omicron. Et donc Omicron, petit choc tout de même sur l'offre de travail, beaucoup d'absence. Donc ça a mis un petit coup d'arrêt. Et puis, la stratégie zéro Covid en Chine qui a fermé un peu l'économie chinoise et le coup de grâce, la guerre en Ukraine, avec une crise énergétique. Donc c'est en fait 3 nouveaux chocs qui viennent amplifier des phénomènes d'inflation et donc une politique monétaire qui d'un coup se durcit et des taux d'intérêt qui augmentent. Donc tout ça explique vraiment une année 2022 qui en soi a été une très mauvaise année. Il ne faut pas regarder le 2,5, 2,6. 2,5, 2,6, finalement, on peut penser que c'est une bonne année. En fait, ça a été une année de quasiment stagnation. Et d'ailleurs, la Banque de France pour 2023 table officiellement sur une stabilité de la croissance, disons pour éviter une forte récession. Quelle est votre appréciation sur cette prévision ? Et puis toujours la question de l'épargne des ménages dans de tels contextes. Comment s'est-il comporté d'ailleurs en 2022 ? Et puis est-ce que le gouvernement français aurait intérêt à puiser dans cette épargne pour soutenir la dynamique économique ? Alors, si on part de l'épargne d'abord, en 2022, on s'est arrêté, souvenez-vous, en 2021, il y a l'épargne des ménages, et à cette épargne des ménages, il y a une surépargne qui est apparue, et cette surépargne, en fin 2021, elle était de 166 milliards, et on espérait qu'en 2022, une partie retourne dans la consommation. En 2022, la surépargne n'a pas diminué, elle a encore un peu augmenté. La Banque de France l'évalue à 170 milliards. Donc on n'a pas eu la désépargne, il y a eu encore une épargne qui s'est accumulée. Donc on a quasiment 11 points de revenus des ménages qui se trouvent sur les comptes en banque, sur des livrets A. Sur toutes catégories de ménages confondues ? Alors non, malheureusement, c'est concentré plutôt sur les deux derniers déciles de revenus, c'est-à-dire les 20% les plus aisés de nos citoyens. Parce que globalement, c'est eux qui épargnent plus fortement. Et puisqu'on a empêché plutôt de la consommation de services, restaurants, théâtre, cinéma, c'est plutôt ces ménages-là qui en consomment beaucoup. Donc effectivement, on reporte cette surépargne et cette potentielle croissance pour 2023 ou 2024. Alors, c'est quand même un enjeu, parce que vous voyez, il y a de l'inflation aujourd'hui, et donc normalement, quand vous avez l'inflation, vous perdez en pouvoir d'achat. Et donc, quand vous perdez en pouvoir d'achat, votre consommation s'effondre. Il est possible que cette surépargne n'aide pas en fait à un rebond de la consommation, mais à un maintien. Et donc, on n'est pas finalement une chute trop violente de la consommation, parce que un certain nombre de ménages vont maintenir leur consommation en allant puiser dans cette surépargne. Donc, je pense que ça, il faut l'avoir en tête, parce que ça va être un sacré amortisseur de ce choc inflationniste. Une partie de l'inflation va renier cette surépargne, mais du coup maintenir en volume une consommation relativement stable. C'est ce qu'il y a à peu près dans les prévisions des uns et des autres. Donc, mais avec cela, vous voyez, donc on va avoir un phénomène vraiment miroir de 2022 en 2023. C'est-à-dire que je vous ai dit 2022, 2,5, 2,6, c'est pas si mal. Nous aussi, nous sommes à 2,6, vous voyez, mais en fait, on a fait 0 en glissement. 2023, ça va être l'inverse. Quand on va raisonner en moyenne, ça fait quelque chose qui est proche de 0. Mais en fait, lorsqu'on va regarder fin d'année à fin d'année, il y aura de la croissance économique. C'est-à-dire qu'on attend un premier semestre pas bon, d'accord ?
pas forcément une récession, mais quelque chose qui ressemble à du 0 plus ou du 0 moins, d'accord, donc proche de 0, et selon toute vraisemblance et selon un certain nombre d'hypothèses, une activité qui devrait accélérer en fin d'année. Donc ça ne se verra pas sur la moyenne annuelle, mais en gros 2023, c'est tout de même, et ce sera une meilleure année en termes d'activité, parce que c'est normalement une inflation qui commence à ralentir, c'est des chocs qui se lèvent, les chocs de 2022, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, le choc a eu lieu et on considère qu'il n'y aura pas de tension supplémentaire. La Covid commence petit à petit à disparaître, la Chine réouvre. Tout ça fait que globalement, on va revenir pas sur une économie à la normale, mais globalement, problème d'approvisionnement, ça devrait être terminé fin 2023. Et la crise énergétique, plus de problèmes d'approvisionnement en énergie, et donc globalement des prix qui, on va le voir, mais globalement le pic serait au premier semestre. Oui, c'est ce qu'annoncent certains, que le pic serait au premier semestre 2023. Alors ça impacte quand même les ménages, concrètement, ça impacte aussi les entreprises, avec même au bout de fortes tensions sur beaucoup de variables, dont les trésoreries. Cette tension, elle est quand même mortifère. Dernière étude récente d'Elisphère, on voit quand même une très forte augmentation des disparitions d'entreprises, toutes natures confondues en 2022, particulièrement des procédures collectives, près de plus de 50% sur un an. Donc dans ce contexte-là, est-ce que c'est encore tenable justement? Est-ce qu'on peut passer ce pic, comme vous le disiez, et retrouver une situation à peu près à la normale sans trop de casse? Alors, l'histoire des liquidations ou des faillites d'entreprise, c'est un cas assez complexe. Pourquoi? Parce que, vous voyez, en gros, en règle générale, l'économie française, chaque année, il y a 55 000, 53, 55 000 faillites chaque année. Vous voyez, pendant la crise Covid, 2020-2021, on est tombé plutôt aux alentours de 30 000, 31. Vous voyez, on est en pleine crise, il y a moins de faillites qu'une année normale. Là, en fin d'année 2022, ça repart, mais on se situe aux alentours de 43 000. Donc 43 000, on est encore en dessous d'une année de faillite normale. Vous voyez, donc il y a cette idée, d'accord, d'entreprises zombies, c'est-à-dire des entreprises qui auraient dû faire faillite et qui ont été maintenues en vie de façon un peu artificielle grâce à des PGE, grâce à des aides comme l'activité partielle, etc. Et le jour où vous commencez à devoir rembourser ces prêts garantis, si en plus vous avez des problèmes énergétiques, c'est là où les faillites arrivent. Mais oui, imaginons que ce soit des faillites d'entreprises zombies. C'est certes pas génial, mais c'est pas une catastrophe parce que ces entreprises, quoi qu'il arrive, n'étaient pas vouées à rester ouvertes aussi longtemps. Et même ça peut avoir un petit effet positif dans beaucoup d'effets négatifs, qui est que ça va libérer de la main-d'œuvre, et donc les difficultés de recrutement aujourd'hui sont en partie liées au fait que les entreprises zombies ont maintenu de l'emploi chez elles, donc les entreprises ne pouvaient pas embaucher. Donc il peut y avoir des petits effets positifs. Donc la question c'est, est-ce que les défaillances d'entreprises sont des entreprises zombies, d'accord, qui ont été sauvées mais de façon un peu inutile, ou des entreprises qui se portaient bien avant la crise, qui n'auraient pas dû faire faillite et qui tombent en faillite pour des raisons. Alors ces types d'entreprises, là, il faut à tout prix les sauver parce que c'est le tissu productif qui en serait impacté, et les effets sur l'emploi, le chômage, la compétitivité, la productivité, tout ça va être négatif. Donc vraiment le grand rôle du gouvernement, ça va être de trier parmi ces entreprises et savoir est-ce que c'est des entreprises zombies ou des entreprises qui ont une certaine profitabilité et qui ont été mis à défaut par la crise Covid et les mesures sanitaires et la crise énergétique. Oui, on parle des procédures collectives, mais aussi les cessations pures d'activité. Et souvent, d'ailleurs, on l'a vu en 2022, c'était par anticipation, justement. Pour éviter la procédure collective, les dirigeants préféraient mettre la clé sous la porte. Donc, il y a une augmentation aussi des cessations pures d'activité. Dernière question, l'endettement. Alors, le niveau d'endettement de la France s'est accentué. Première question, est-ce que l'écart avec les principaux partenaires commerciaux de la France s'est creusé? Je pense notamment à l'Allemagne. Et puis on est depuis très longtemps dans un contexte de forte hétérogénéité des finances publiques entre pays membres de l'Union. Est-ce que cette distorsion entre pays membres qui partagent la même monnaie, est-ce qu'elle est tenable à long terme? D'autant qu'on voit bien qu'il y a encore des gouvernements, particulièrement le gouvernement français, qui continue de s'appuyer sur les finances publiques pour soutenir les ménages, les entreprises.
Alors, normalement, l'hétérogénéité, lorsqu'on partage une monnaie unique, elle n'est pas bonne, cette hétérogénéité. Mais qu'elle soit sur les finances publiques, sur la croissance, sur l'inflation. Aujourd'hui, il y a une hétérogénéité énorme entre la France, admettons, qui a le taux d'inflation le plus bas, d'accord, et, admettons, des pays baltes qui ont eu, comme la Lituanie, des taux d'inflation gigantesques. Mais après, même, on regarde les Pays-Bas, ils ont une inflation qui est 5-6 points au-dessus de la note. Donc, et puisque ça se cumule, aujourd'hui, en termes de niveau de prix, il y a un écart qui devient trop important pour que ça soit aussi viable en monnaie unique. Donc, on voit que l'hétérogénéité, elle est un peu partout. Alors, si vous me questionnez sur les finances publiques, on peut effectivement se dire que c'est pas tenable. Donc, c'est pour ça qu'on a mis des règles budgétaires et on doit tous, normalement, converger vers zéro déficit et vers un endettement qui serait plus proche de 60. Donc, il y a du chemin. Alors, aujourd'hui, sur les marchés financiers, si je prends le cas de la France, qui a, en termes de déficit, un niveau très élevé par rapport à ses partenaires, ça semble ne pas poser de problème. C'est-à-dire que le financement de l'État français, d'accord, bah finalement, l'écart avec l'Allemagne est resté stable. C'est ce qu'on appelle le spread. On voit aujourd'hui les taux d'intérêt augmenter en France, mais au même rythme que l'augmentation, admettons, du financement de la dette allemande. Donc, c'est cet écart qu'il va falloir surveiller. Et aujourd'hui, il semblerait que les marchés se disent, bon, cette hétérogénéité sur les finances publiques, ça ne me pose pas de problème. D'accord. Mais, encore une fois, c'est aujourd'hui, et on voit que cet écart de spread n'a pas bougé. Bon, on comprend bien que tout ça est fragile. Plus l'hétérogénéité sera forte, plus effectivement, toute marge de manœuvre va être difficile à prendre. Donc, moi, il me semble qu'aujourd'hui, on est face à des problèmes de compétitivité en dehors de la zone euro, avec des montées du protectionnisme et des mesures comme l'IRA aux États-Unis. Et donc, ça va être une réponse européenne, tous ensemble. Et donc, le chancelier allemand l'a proposé, donc c'est plutôt une bonne chose, parce que l'Allemagne a les marges de manœuvre pour le faire seule. Et donc, il n'y a que comme cela qu'on va pouvoir répondre à des propositions américaines de protectionnisme. Merci Eric Heyer pour cet échange. Je vous en prie.